Vous êtes toujours sur Al24 News. Hebdo Show se poursuit pour une troisième partie. On continue à parler de la dernière mesure prise par Bruno Retailleau contre l'Algérie. Je reviens vers vous, Gamal Abina. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la France a perdu sa boussole à la lumière du désaccord qui existe entre le ministère de l'Intérieur et le MAE français? Ça, c'est bien à dire. Effectivement, elle a perdu sa boussole parce qu'il y a un type qui empêche la boussole de tourner. C'est un élément du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. À l'époque, pour que M. Sarkozy puisse passer à la tête de la présidence, il tapait non pas sur l'Algérie ou sur les étrangers. Il faisait ses questions internes en tant que ministre de l'Intérieur et il tapait en gros sur ce qu'il appelait la voyoucratie, la racaille, c'est le terme utilisé, les musulmans de France. On les nommait musulmans, c'est quand même une sorte d'ectoplasme comme ça, pas défini. M. Retailleau a changé de son fusil d'épaule, il a préféré désigner l'Algérie. Oui. Et j'en veux pour preuve une obsession permanente et maladive. Il a un problème avec l'islam, c'est pas d'hier, mais là, on se rend bien compte qu'il a un problème parce que dans un discours récent, il faut quand même l'évoquer, lorsqu'on a dit qu'il risquait d'être éconduit de sa fonction, en l'occurrence, qu'il peut être démissionné, puisqu'il refuse de démissionner, alors qu'il avait quand même annoncé, mais enfin c'est pas grave, hein, c'est un homme de parole, on le voit, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il n'a pas dit « je ne veux pas démissionner parce que je ne suis pas compétent, parce que je ne m'entends pas, parce que je ne suis pas macroniste hein. ». Il dit qu'il n'est pas macroniste, donc ça veut dire que c'est de la cohabitation. Il est tout seul en plus. Hein. On a un problème avec l'extrême droite traditionnelle, c'est normal. Mais lui est arrivé à un élément qui est une extraction. Eh bien, il a dit « je ne veux pas démissionner parce que ça ferait plaisir au président Tebboune ». Vous vous rendez compte un peu la logique du personnage? C'est-à-dire que là, sa position politique en France, il dit « je ne veux pas que ce soit le cas parce que d'autres seraient heureux de ma position ». J'ai jamais vu un truc pareil. Là, vraiment, il y a une dégradation de la fonction qu'il occupe et une dégradation de la relation à l'international. Moi, je pense que M. Macron est très embêté par cet homme parce qu'il est en cohabitation, parce qu'il y a les élections qui arrivent en 2026, parce qu'il va falloir composer avec une droite plus ou moins dure, parce que la Renaissance, qui est un nom finalement qui a vécu, risque de s'effondrer aux municipales, qui sont le curseur de la République pour l'élection présidentielle. C'est-à-dire que si on réussit le municipal, on réduit un peu la casse. Si on ne réussit pas, on s'effondre. Eh bien, il a besoin de composer. Et malheureusement, il a du mal avec un Retailleau qui est outrancier. Donc aujourd'hui, ce n'est pas tellement M. Macron qui intervient, mais ses autres ministres qui sont vent debout face à cet homme qui n'en fait qu'à sa tête. Et moi, j'en veux pour compte une chose. Je pense que M. Retailleau est un lièvre qui va s'effondrer. Il rêve de l'effondrement du Front National à son profit, ça n'arrivera pas. On va continuer à en parler encore quelques instants, mais juste le temps de présenter nos invités qui nous ont donc rejoints autour de la table. Il y a M. Akram Sharfawi, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous également, M. Karim Mazouz, d'être avec nous ce soir. Alors, vous êtes tous les deux responsables de l'agence 613 Group. Donc, c'est une agence de communication et de marketing 360. On va continuer à en parler dans quelques instants. Le temps de revenir une fois de plus sur cette mesure de Bruno Retailleau. Je voulais seulement rappeler. C'est bien, Faisal, que tu parles également pour suivre l'explication de Gamal du Rachida Dati Gate, qui est en train de se passer actuellement, où une ancienne garde des Sceaux, actuellement ministre de la Culture, se donne le droit d'attaquer la justice et l'impartialité de la justice, alors que nous sommes considérés, nous autres, Algériens, comme une dictature extrême. Donc ça serait bien justement de parler de ça, parce que le gouvernement actuellement de transition est en train de fuir de partout, dans tous les sens du terme, sur la place politique française. Rachida Dati qui est poursuivie pour corruption, on le rappelle. Absolument. Corruption active. Elle a plusieurs dossiers, c'est pas le premier. Parce que la justice française, une partie de cette justice a cette tradition de cacher et de camoufler les affaires qui concernent ces dignitaires, parce que pour reprendre leurs termes. Alors, je voulais seulement rappeler, Nouhed, que l'Algérie a ratifié les conventions de Vienne de 1961 sur les relations internationales bien avant la France. L'Algérie les a ratifiées en avril 1964, la France en décembre 1970. Cette même France, à travers le ministre de l'Intérieur qui se comporte comme ministre des Affaires étrangères et qui viole clairement ces conventions, parce que les agents de l'ambassade d'Algérie à Paris sont empêchés d'entrer dans les zones pour récupérer les balises diplomatiques. Que dit l'alinéa 7 de la Convention de Vienne, article 27? Il précise clairement que la mission diplomatique peut envoyer un de ses membres prendre directement et librement les balises diplomatiques qui sont rapportées par les commandants de bord. Donc la France, qui s'y prompte à donner des leçons au monde, au reste du monde par rapport au respect du droit international, etc., c'est un pays qui ne respecte même pas les conventions qu'il a signées sur son propre territoire. Et comme disait tout à l'heure Mahdi, oui, il y a un conflit à l'intérieur du gouvernement français, il y a eu même un accrochage verbal entre le président Macron et son ministre de l'Intérieur lors du dernier Conseil des ministres, et Jean-Noël Barrot qui
qui est ministre des Affaires étrangères, répond par les tweets au ministre de l'Intérieur. Donc c'est une crise, et le fond de cette crise est lié aux enjeux électoraux. Ce qui est important aussi de souligner, Faisal, quand tu lis le communiqué du ministère des Affaires étrangères, le chargé d'affaires de l'ambassade de France n'était pas au courant des manœuvres du ministère de l'Intérieur quant aux diplomates algériens. Donc vous avez un ministère des tutelles qui doit gérer les relations diplomatiques entre les deux pays, qui n'est pas au courant que son collègue de l'Intérieur est en train de saboter et justement d'empêcher à nos diplomates de récupérer les valises diplomatiques. Donc c'est là où tu vois toute la cacophonie actuellement gouvernementale et où tu vois qu'il n'y a plus de capitaine à bord et ça va dans tous les sens. Encore une fois, le bateau est en train de fuir de partout. Après, attention, Bruno Retailleau aujourd'hui, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, est une menace. Il devient plus qu'une menace pour la diplomatie française. Encore une fois, et d'ailleurs le communiqué des affaires étrangères algérien, qui est, ma foi, à l'image, puisque la diplomatie est un miroir. Très bien écrit. La diplomatie est un miroir, donc effectivement, qui incarne cette rigueur notamment, mais surtout cette sévérité envers cette roue libre qui est Retailleau, puisque je rappelle que maintenant, le blocage de ces valises diplomatiques, selon l'article 27, effectivement, de la Convention de Vienne, s'est étendu aux autres consulats en France, et non pas que, je dirais, à l'ambassade d'Algérie à Paris. Vous savez, moi je vais vous dire une chose, quand la caricature devient politique, c'est que la politique a perdu toute grandeur. Et je reviens sur Retailleau. Retailleau, aujourd'hui, est à la diplomatie ce que le mime est à l'orateur. C'est-à-dire, il essaye effectivement d'imiter la gravité, mais il l'incarne jamais, ce monsieur, cet énergumène. Tu es prêt à ton retour à Paris comme moi, 1h15 à l'aéroport, à la part. Non mais Alors, monsieur, on va clore le sujet pour s'intéresser à nos invités. Rapidement, très important. Et ça, c'est un message qui est destiné à ce Retailleau Co. Quand l'Algérie réagit, elle le fait dans le droit, pas dans le théâtre. Non mais ce qui est fou, et je suis désolé d'insister sur le fait, ce qui est dingue, c'est qu'on ne sait plus qui dirige. C'est que ça va dans tous les sens. En fait, on parle quand même de la France, 7e, 6e ou 7e puissance mondiale. Non mais là, on parle d'un ministre des Affaires étrangères, donc ministre d'État, où tu vois un ministre de l'Intérieur qui marche sur ses plates-bandes depuis près d'un an. Aucune réaction de fermeté du président de la République, et ça continue et ça va dans tous les sens. Et le problème, il est là, c'est jusqu'à où va aller justement cette bande dessinée, parce que c'est une bande dessinée ce qui est en train de se passer actuellement. C'est une bande dessinée. Vous imaginez juste un instant que ici en Algérie, le ministre de l'Intérieur prend les plates-bandes du ministre des Affaires étrangères, mais immédiatement le président Tebboune remet tout le monde à sa place et peut même congédier sur le fait, parce que chacun a son dossier, son carré, on va dire, de prérogatives, son domaine de prédilection. Son domaine de prédilection, et c'est pas possible que chacun s'entremêle avec les... Très important, Mehdi, je rebondis sur toi, tu me tends la perche. Effectivement, oui, parce que le timing est favorable. Le timing électoraliste. Et d'ailleurs, ce monsieur confond entre fonction régalienne et calendrier électoraliste, ou je dirais même tergiversation électoraliste, ou même gesticulation, même je dirais, allez, le concernant. Mais encore une fois, il fut un temps peut-être dans un autre timing. Ce monsieur n'aurait même pas existé. Sauf qu'aujourd'hui, il a été mis en orbite, effectivement, ce que tu fais bien de le dire tout à l'heure, c'est que chaque présidentielle, nous avons un cycle de nouveaux produits d'Einstein, la créature d'Einstein, et notamment Retailleau en étant aujourd'hui. Comme Zemmour, il fut un temps, il y a 5 ans. Donc, et tant que nous avons effectivement cette prise d'otage, notamment de cette diplomatie, qui est une diplomatie officielle, qui est censée effectivement... Et je rappelle, Xavier Driancourt, que je ne citerai pas sur une plateforme de radio, avait évoqué il y a 2 jours, il y a 40 ans, quand il a intégré le Quai d'Orsay, notamment le ministère des Affaires étrangères, on lui a expliqué qu'il y a 2 relations bilatérales stratégiques et importantes à préserver, l'Allemagne et l'Algérie. Très bien. Et on rappelle également, messieurs, pour clore donc ce débat, que l'Algérie va appliquer le principe de réciprocité. Toujours. Voilà. On s'intéresse à présent à nos 2 invités. On commence avec vous, monsieur Akram Sharfawi. Donc vous êtes l'un des responsables de cette agence 613 Group, donc une agence de communication, je le disais tout à l'heure, et de marketing 360 qui accompagne les grandes marques algériennes, mais aussi internationales, dans la construction de leur image. Alors ma première question, elle est très simple.
D'où vient cette appellation de 613 et pourquoi l'avoir choisi? Tout simplement, c'est le code EAN de l'Algérie. Vu qu'on a un indicatif qui est plus 213, notre code EAN c'est 613. Code EN. Code à barre. C'est le code à barre. Ah ouais. Peut-être expliquer code la naissance du projet. La naissance du projet, elle est née de l'association de... Proche du micro pour qu'on vous Ah, entende. la naissance du projet, elle est née de l'association de 3 amis qui sont un peu visionnaires, on va dire. Et du coup, C'est vous-même et c'est Karim Mazouz. Ouais. Et un troisième. et il y a un troisième qui manque à l'appel aujourd'hui, Comment il s'appelle? Amin Bekaï. Ok. Et du coup, on a mélangé nos visions afin de penser à tous ces projets. Et je laisserai Karim présenter le groupe projet. en général, puisque j'ai un projet. Très bien. Présent. Ok. Présenter Alors le projet. je me tourne vers vous, Monsieur Karim Mazouz. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet? Quelle est votre mission? Alors, je commencerai. Merci de nous avoir invités, Merci à nous vous avoir d'avoir accordé ce accepté temps de notre parole. invitation. Donc, si vous le permettez, je commencerai par Up 613. Alors, Up 613, c'est un start-up studio. Donc, à travers son approche holistique, on identifie et répond à plusieurs problématiques à travers la création de start-up. Donc, le but, c'est de travailler avec des équipes pluridisciplinaires, des ingénieurs, des marketeurs, des designers et des artistes, et éventuellement une mutualisation des ressources en termes de locaux et d'outils. Aujourd'hui, dans le hub, on a 4 startups. Donc, on a l'agence 613 qui est une agence média classique 360 degrés. On a Digital Natives qui est une agence digitale 360 degrés. On a Ignis qui est spécialisé dans la création de plateformes. Et Algor IA qui est spécialisé dans l'industrie 4.0. Voilà, grosso modo. Donc, il faut rappeler que notre... Expliquer, c'est quoi l'industrie 4.0 pour nos amis téléspectateurs? Au 2.0, je me suis arrêté. T'imagines 4.0 À 2.0, j'y suis même pas encore arrivé. C'est quoi l'industrie 4.0? Alors, pour l'industrie 4.0, c'est la 4e révolution industrielle. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour la partie 4.0, Numérique. c'est du numérique, tout à fait. Je voudrais juste intervenir un point très important qui nous tient à cœur, c'est que ce Startup Studio est l'œuvre et la concrétisation de la volonté du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, notamment avec la constitution du premier gouvernement de 2020 et la création du ministère des Startups. Nous avons 2 projets, c'est Metawe. Donc, on est venu parler du premier projet avant d'aller à l'industrie 4.0. C'est un projet qui répond à une problématique focalisée sur l'aspect sécuritaire et de souveraineté. Donc, il s'appelle Aptaluna. Qui est très cher à l'Algérie. Tout à fait. Très, très important aux yeux du président et de l'Algérie. C'est-à-dire avec la masse d'informations internationales et les messages subliminaux cachés pour nous, que nous subissons, et qui ne sont pas de notre culture, nous devons de protéger nos enfants. La jeune génération est tellement connectée, nous devons capter leur attention. À travers là, nous avons créé une série animée, élargie à une application, facilitant l'apprentissage de l'histoire à travers des héros de notre révolution, voire même les personnages ayant marqué l'histoire de l'Algérie pendant 2000 ans. Comment vous est venue cette idée justement? Pourquoi créer une série animée et pourquoi ne pas créer, je sais pas moi, quelque chose de différent peut-être? Alors, pour capter les jeunes, la jeune génération, donc ils sont plus manga. Oui, c'est vrai. Il y a ça. Pourquoi application? Parce que tous les enfants, aujourd'hui, ils ont des sont smartphones. connectés. Ils sont connectés. Donc vous préférez faire ça Donc on a jumelé les deux pour essayer de donner quelque chose qui est vraiment captivant. Vous allez Voilà. raconter toute l'histoire de la guerre de libération. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dessin animé pour qu'on puisse... Alors, le but c'est de donner des héros à cette jeune génération, de revivre. C'est-à-dire aujourd'hui, ils ont d'autres héros. C'est d'imager en fait la guerre de révolution et d'imager pour les plus jeunes générations Tout à fait. ce qui s'est passé et comment le peuple algérien s'est levé pour obtenir son indépendance. Tout à fait, tout à fait. C'est ça, parce que maintenant tout est une question d'image et de communication, donc c'est une excellente J'allais savoir, initiative. en fait, technique utilisée, vous dites que c'est de l'inspiration manga, ça je l'entends bien. Tout à fait. Sur les formats courts peut-être, je sais pas. Oui, c'est des formats courts parce que Ouais. pour capter leur attention, il faut des Oui, formats c'est courts. ça. Et c'est le format, c'est de la 3D j'imagine, ou c'est de l'IA peut-être, c'est la création par IA? Il y a de l'IA. Il y a de D'accord. l'IA. On travaille avec des artistes locaux qui font un excellent travail.
qui font un excellent travail. Ça sera une série qui n'aura rien à envier aux séries manga. Comment ça C'est-à-dire, s'appelle ça s'appelle Abtaluna. Abtaluna. Oui. Abtaluna, tout à fait. En arabe, en anglais, en français Alors, on compte la lancer en arabe. Comme c'est notre histoire, on veut quelque part l'exporter, parce qu'il faut savoir que à travers ce manga et cette application, on veut renforcer la sécurité culturelle et historique, d'une part. On veut transmettre notre histoire en préservant notre ADN, notre âme. On veut aussi renforcer la fierté d'être algérien, surtout ça. Et l'idée fondamentale est de créer le lien entre le passé et le futur. C'est beau, c'est beau. C'est-à-dire se réapproprier notre histoire pour construire notre avenir. Ce Donc, que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit que cette idée a été, on va dire, cherchée entre trois copains, c'est ça, Tout à fait. Voilà. Et que justement, le programme du président de la République, à travers son ministère des startups, vous a donné l'impulsion de croire en votre projet, de croire en votre souhait, et justement, ça vous a facilité. Et ensuite, vous me dites, vous avez dit sur ce plateau, il y a quelques secondes, que le projet que vous allez faire n'aura rien à envier à des mangas étrangers, parce que justement, nous avons la qualité ici, interne, de pouvoir faire des projets de ce type-là. Est-ce que vous êtes d'accord que l'Algérie, sur les 5-6 dernières années, par rapport aux efforts des gouvernements, des différents gouvernements, et par rapport au budget qui a été mis et à la directive qui a été mise du président de la République, que l'Algérie commence à devenir vraiment un pays de start-upers? Parce qu'on est passé, je crois, de 300 start-up en 2019 à plus de 9000 aujourd'hui, avec un objectif de 20 000 start-up d'ici 2029. Est-ce que pour vous, les ambitions correspondent à la réalité? Et aussi quelque chose de très important, est-ce que la jeunesse algérienne, qui est pour moi la plus belle richesse de l'Algérie, bien avant les hydrocarbures, pour moi la plus belle richesse de l'Algérie, c'est la jeunesse algérienne, a justement cette ambition, on va dire en quelque sorte de tout éclater, on va dire, dans le sens où de tout gagner, de tout faire justement pour développer ce système-là? Parfaitement. Je rajouterai ce que vous venez de dire, qu'aujourd'hui, avec tous les efforts et la volonté politique qui est derrière, on est un pays de start-up. Nous-mêmes, on a commencé avec une start-up. Par la suite, on a développé l'idée d'aller vers Startup Studio, qui regroupe, de créer plusieurs start-up. Lors de participation de certains salons, on croise des confrères, je dirais, dans le domaine. C'est très dynamique. L'Algérie offre tout pour l'épanouissement des startups. C'est-à-dire, il y a tout. Moi, il y a un cadre légal déjà qui a été fait, donc c'est déjà exceptionnel parce que tu es en sécurité administrative et légale. Et ensuite, il y a un cadre bancaire, un cadre de financement. Tu as un cadre d'accompagnement avec le ministère des startups. Nous connaissons tous ici notre ami Mouloud Khelif qui justement à chaque fois accompagne. Qu'on a invité la semaine dernière. Qu'on a invité la semaine dernière, Mouloud Khelif qui accompagne aussi et qui est aussi un start-upper et qui accompagne des collègues start-uppers. Et les gens se sentent à l'aise pour travailler, pour développer leur projet. Comme vous, je pense maintenant, vous êtes à l'aise pour développer. Vous êtes à 4 start-up déjà. 4 start-up, tout à fait. 4 start-up, la 5e en cours de création. Le dessin animé, c'est quelle perspective, quel horizon qui pourrait être produit? Parce que moi, je suis pas. C'est aussi pour l'exportation de dessins animés, je présume. Tout à fait, on voudrait exporter nos heroes. Magnifique. C'est des héros, c'est nos héros. Sur combien de périodes, sur quelle période vous espérez produire? On compte le terminer d'ici la fin de l'année, si tout va bien. Ah, c'est formidable ça. Magnifique. Si tout va bien. Inch'Allah. Alors, Akram Cherfaoui, à votre tour, du coup, parlez-nous de votre projet. Le projet, c'est le Digital Twin. C'est une technologie clé, un outil fondamental pour gagner en efficacité, en sécurité et en résilience. C'est un clone numérique, une réplique virtuelle dynamique d'un actif physique, d'un processus ou même d'une usine entière, voire des centrales de dessalement, une station électrique ou même un pipeline. Ce clone numérique interagit en temps réel avec son équivalent physique. Il observe, il analyse, il prévoit et il agit. Il permet de simuler les opérations avant de les exécuter, de tester des configurations sans risque, d'optimiser les performances à chaque instant et de surveiller une infrastructure en temps réel, d'anticiper des défaillances et de prendre des décisions basées sur des données et pas sur des intuitions. Pourquoi maintenant? Parce qu'on est entré dans l'ère de l'industrie 4.0, celle de la numérisation intelligente. Chaque erreur non anticipée coûte des millions et parfois des vies. Après, la machine à vapeur, l'électricité et le pétrole, puis le nucléaire, l'industrie 4.0 transforme les usines en systèmes intelligents capables de communiquer et d'analyser et d'optimiser en continu, qu'on appelle aussi Smart Factory.
Et ces avantages concrets sont la maintenance préventive. Grâce à l'IA, on anticipe les défaillances avant qu'elles ne provoquent un arrêt de production, donc moins de panne et moins de coûts. L'efficacité des processus, le jumeau numérique identifie tous les goulots d'étranglement, optimise les flux de travail et teste de nouvelles configurations sans perturber la production réelle. Et il y a un contrôle de qualité en temps réel. Il compare les données réelles aux normes idéales et déclenche des alertes immédiates en cas d'écart. Et il y a un suivi et une traçabilité totale. Grâce à une transmission des données en continu, la direction peut prendre des décisions stratégiques basées sur des faits et pas sur des approximations. Donc c'est un outil de contrôle. Voilà. Akram, moi je comprends à peu près ce que tu me dis, mais moi je vais te mettre à l'aise. Je sais que c'est ta première télé, que c'est un peu le stress. Il n'y a pas de souci, on est tous passés par là. Moi je vais te parler de copain à copain, de frère à frère. Merci beaucoup. Dis-moi toi, avec tes mots à toi, ce que tu en penses, ce que tu as fait, ce que ça te procure, ce que tu imagines pour le futur. Parle-moi toi-même, parle Akram à Mehdi. Oublie qu'il y a la télé, oublie qu'il y a des caméras, don't stress, t'inquiète pas, ça se passe super bien. Mais je veux tes mots à toi pour me dire, voilà, moi Mehdi, pour mon pays, j'aurais pu aller dans n'importe quel pays européen, j'aurais pu vendre mes talents à n'importe quel pays européen. Et moi, je m'appelle Akram, je suis ici chez moi en Algérie et je veux produire ça, je veux développer ça, je veux faire ça pour moi, pour mon pays, pour ma patrie. Voilà. Comme ça, et ça va, tu vas te lâcher tout seul, t'inquiète. Avec tes mots à toi. Pour le résumer simplement, je pense que c'est l'outil industriel d'optimisation par excellence et qui peut permettre à l'Algérie d'avoir une souveraineté industrielle sans compter sur des moyens extérieurs. Donc ça veut dire que d'après toi, cet outil-là nous permettra de ne pas être dépendant de l'extérieur, de préserver notre souveraineté et justement avec des Algériens qui défendent le patrimoine industriel algérien. Exactement. Là, en une phrase, tu m'as expliqué et j'ai plus compris que tout ce que tu m'as lu tout à l'heure. Pour résumer, Akram, ce système, par exemple, nous avons beaucoup de stations de dessalement d'eau de mer en Algérie. Exactement. Ce système permet donc de contrôler, d'anticiper les pannes. C'est un peu ça. Donc comment il fonctionne pour simplifier un peu pour les téléspectateurs? Alors, c'est un système qui contrôle, qui a une machine, comment ça se passe? Alors, c'est des capteurs. Parle comme si tu étais devant des copains à toi dans un café en train de raconter ce que tu fais. Du coup, c'est vu que, alors, de nos jours, toutes les machines et tous les objets sont connectés avec l'IoT. Donc, c'est une question de capteurs qu'on installe partout et qui contrôle toutes les installations en temps réel. Et ça permet de faire de l'anticipation de panne, de l'optimisation industrielle. Donc on peut pousser nos machines à leur maximum sans les user. Et du coup, ça permet d'être productif au maximum. Et toi, qu'est-ce que tu as fait comme parcours étudiant? J'ai un bachelor en finance. D'accord. Et tu t'es après spécialisé dans l'IA, c'est ça ou dans... Je m'intéresse au digital en général et à l'IA aussi. D'accord. Quand tu vas bientôt recruter, tu vas recruter, je pense, pas mal de personnes pour tes projets futurs, Inch'Allah. Et est-ce que pour toi, le vivier de Sidi Abdallah est important actuellement et est-ce qu'on doit encore le développer? Et qu'est-ce que tu penses justement de Sidi Abdallah, des différentes formules qui sont proposées là-bas, parce que tu as plusieurs spécialités à Sidi Abdallah, et qu'est-ce que tu penses de l'avenir de l'Algérie par rapport à cet engouement qu'il y a sur les startups? Alors, par rapport à Sidi Abdallah, je pense que franchement, c'est une très bonne initiative. D'ailleurs, on a certains partenaires qui sont là-bas. Donc c'est un moyen pour les jeunes d'évoluer. Et pour l'avenir de l'Algérie, je pense que le meilleur reste à venir parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont très volontaires et qui ont le crâne plein d'idées. Donc je pense qu'avec le soutien de notre gouvernement, comme c'est le cas déjà maintenant, on a tout à faire et tout à développer. Bravo à toi. Franchement, bravo à vous deux. Parce que par rapport à ce que vous faites, bravo à vous deux, parce que c'est beau ce que vous faites. Donc merci bravo. beaucoup. J'avais juste une question par rapport aux solutions innovantes, justement, comme outil de solution, notamment d'optimisation, si j'ai bien compris. Je serais curieux, je pense que les téléspectateurs aussi. Et la maintenance aussi, prédictive. Justement. Donc c'est de l'optimisation industrielle, notamment. Quand vous parliez tout à l'heure, évoquez des capteurs, notamment. On peut les décliner à tous les secteurs, notamment industriels, ou bien sûr. Que, par exemple, justement, est-ce que vous pouvez développer? Et comment on gère cela? Est-ce qu'il y a une control room? Est-ce que c'est dématérialisé? Est-ce que c'est une application? Est-ce que
Parce que vous parlez de... Moi, je suis féru de ça, hein, parce que là, on parle vraiment... Lui, il est féru, moi, je connais rien. On est les deux... Là, vraiment, pourquoi moi, je suis attaché à ça? Parce qu'on parle de souveraineté par la modernisation. Exactement. Et de l'économie par l'innovation. Et aussi la mémoire par la création. C'est ça, et là je reviens sur Kateb Yassine qui dit d'ailleurs l'histoire ne se lit pas, elle se raconte, elle s'anime, et je pense que vous avez un slogan là aussi pour... Il est en forme, Badis, ce soir. Parce que vous êtes des forces, vous êtes en quelque sorte, entre guillemets, hein, bien sûr, vous êtes des forces de sécurité 2.0 ou 4.0, je ne sais pas combien on est de 0, mais 4.0 ou 5.0. Tout à fait, c'est 4.0. Voilà, vous êtes des forces de sécurité, on va dire, d'Internet. C'est ça en fait votre truc, c'est de protéger au maximum la souveraineté de l'Algérie. La personne qui a l'usine, est-ce qu'elle peut voir ça sur son téléphone? Exactement. Bien sûr. Donc, quand il y a une panne, c'est signalé ici. Pour Immédiatement expliquer. sur votre téléphone. Exactement. Tout Alors, le but c'est de ne pas avoir de panne. Avec le jumeau, prévenir les pannes. tout à fait, c'est de prévenir les Ah ouais, problèmes. d'accord, ok. C'est des algorithmes prédictifs, tout à fait avec de l'IA. Et le but c'est de ne pas. Ça n'existe pas dans le monde, ça. Si, ça existe, c'est tout nouveau. D'accord. Aujourd'hui même, il y a des villes, elles sont gérées avec le jumeau numérique, le Parce que Digital le Twins. numérique, c'est pas par rapport au nucléaire, c'est essentiel, je veux dire. Parce que vraiment, si on a ce genre d'instrument pour la sécurisation de sites hyper stratégiques comme ça, c'est pas inintéressant, je pense. C'est très intéressant. Et du coup, plein d'exemples dans le monde démontrent que c'est ce qui se fait de plus récent et de plus efficace en termes d'optimisation industrielle. C'est-à-dire, on peut éventuellement parler de sécurité énergétique, sécurité hydrique, à travers l'optimisation et la consommation d'énergie, la réduction des déchets, voire même la prolongation de la durée de vie de nos actifs. Parce que c'est des actes, par exemple, une station de dessalement d'eau, c'est des millions d'euros. Et le fait avec cette solution Digital Twins, on va prolonger la durée de nos actifs et pouvoir avoir cette sécurité hydrique. Alors, Voilà. je vous pose une question en tant que chef d'entreprise avant toute chose. Effectivement, qui a une idée innovante, d'une start-up innovante, qu'on espère demain sera une licorne algérienne. En matière de projection, en matière de potentialité, d'opportunité, quelle est la marge de progression, de manœuvre? Quelle est l'implémentation justement de cette idée? Quelle est votre vision d'avenir, notamment sur un secteur, si je comprends bien, qui est plus ou moins vierge en matière de tout ce qui est application numérique, algorithmes innovants, qui plus est sur de l'industrie dans laquelle on a besoin d'anticiper les aléas et les imprévus, imprévisibles, comme on dit, à savoir par la maintenance pour éviter ou réduire le coût de la maintenance, notamment de l'industrie. Donc j'aimerais bien voir un peu vos projections, les grandes lignes. Quels sont les secteurs, quelles sont justement votre vision, quel est votre business plan entre parenthèses? Alors déjà, on a commencé avec 2 secteurs d'activité. Donc on a déjà effectué les digital twins. Elle est déjà déployée. Tout à fait, c'est déjà déployé. Donc dans le secteur de l'agroalimentaire et on vient de lancer dans le secteur du pharma. Donc avec dans le pharma. tout à fait, avec une implantation sur 11 unités de production. Ça marche bien comme quoi les domaines où les usines ils se mettent, Tout à fait. Dans le domaine pharma. Justement, on cherche la souveraineté. Tout à fait. Et c'est ça qui est bon, c'est justement cette joint venture entre les domaines où le président de la République et le gouvernement veut que l'Algérie ait sa souveraineté, donc sa souveraineté alimentaire, sa souveraineté médicale, et ce sont des startups qui rentrent justement dans cette optique-là. J'ai toujours cette question, effectivement. Je suis un peu la dynamique là sur ça, parce que j'aime bien le secteur. En matière justement de souveraineté numérique, comment ça se passe en matière de tout ce qui est serveur, tout ce qui est data center, tout ce qui est stockage de ce type de données? On vient de signer un beau projet avec l'Italie, justement. Justement, je laisse Akram parler, parce qu'on a aussi un projet dans la santé et éventuellement dans la sécurité data. Et ce sera la dernière réponse, parce qu'il ne nous reste qu'une minute. Alors, en parallèle, notre start-up développe aussi des projets à haute valeur stratégique, notamment dans le domaine de la cybersécurité et de la souveraineté numérique. Nous travaillons actuellement sur la création d'un data center algérien nouvelle génération, entièrement pensé par notre environnement et capable d'héberger les données précises de tous les secteurs d'activité du pays, dans un cadre sécurisé, souverain et bien évidemment dans le respect des textes législatifs et réglementaires en la matière. Aujourd'hui, l'Algérie est à un tournant. Il ne s'agit plus simplement de consommer des solutions qui sont importées. Il s'agit de produire notre propre intelligence technologique, adaptée à nos particularités et spécificités, et à nos institutions et à notre culture, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir toutes les conditions réunies pour réussir.
il y a tout à faire en Algérie. Nous avons des exemples et la flexibilité technologique. Nous avons la chance d'avoir un président avant-gardiste qui a compris les défis et enjeux de l'économie du futur. C'est pourquoi il a mis l'accent sur la nécessité de promouvoir et encourager les startups dans différents domaines d'activité, en particulier dans le domaine de l'innovation. C'est ce que nous faisons en tant que start-up algérienne, mettre le digital au service du pays avec un engagement fort, une écoute active et une capacité d'exécution agile. Nous croyons fermement que le futur de l'Algérie sera construit à travers ses propres talents, ses propres start-up, ses propres idées et nous sommes prêts à en être les artisans. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à Karam Jassaoui. Merci à vous aussi, Karim Mazouz. Je rappelle que vous êtes deux des trois responsables du 613 groupe. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants.